En 1911, l'armée des États-Unis adopte officiellement un pistolet qui va servir pendant plus d'un siècle et traverser 2 guerres mondiales. Mais ce que personne ne sait, c'est que l'homme qui l'a conçu n'avait rien à voir avec la manufacture Colt. Son nom, John Moses Browning. Et cette arme, c'est entièrement son œuvre, du premier croquis jusqu'au dernier ressort. Pour comprendre pourquoi elle est née, il faut remonter dans les jungles étouffantes des Philippines à la toute fin du 19e siècle. L'armée américaine vient de remporter la guerre hispano-américaine et se retrouve à gérer un territoire qu'elle ne comprend pas et un adversaire qu'elle a largement sous-estimé. La guerre américano-philippine éclate en 1899 et elle réserve aux soldats américains une leçon brutale. Leur arme de poing réglementaire est un revolver de calibre 38 centièmes de pouce, une arme tout à fait standard pour l'époque. Mais sur le terrain, la réalité est terrifiante. Les balles de ce calibre n'arrêtent tout simplement pas l'adversaire au combat rapproché. Les guerriers du peuple Moro, qui combattent dans le sud de l'archipel, ont développé une technique redoutable. Avant l'assaut, ils se lient les membres avec des cordes pour ralentir les hémorragies et entrent en bataille dans un état de transe. Des soldats américains vident leur revolver sur un homme qui continue d'avancer et de frapper avec son arme blanche. Les rapports militaires décrivent des cas où un combattant Moro a reçu jusqu'à 6 balles de 38 avant de tomber. C'est un désastre tactique et le haut commandement américain en tire une conclusion sans appel. Il faut une arme de poing d'un calibre radicalement différent. Le minimum acceptable est fixé à 45 centièmes de pouce, soit une balle nettement plus lourde et plus large, capable de neutraliser un adversaire du premier coup. L'armée américaine formule ses exigences et lance un appel d'offres. Plusieurs fabricants se présentent, mais l'un d'entre eux se distingue d'emblée. John Moses Browning est alors une légende vivante dans le monde de l'armurerie. Fils d'un armurier mormon de l'Utah, il a grandi entouré de mécanismes et a conçu sa première arme à feu à l'âge de 13 ans. À 50 ans, il a déjà révolutionné plusieurs catégories d'armes à feu. Des carabines vendues par millions, des fusils de chasse adoptés dans le monde entier, une mitrailleuse utilisée par les Marines américains. Il travaille avec 2 partenaires industriels, la manufacture Colt aux États-Unis et la Fabrique nationale d'armes de guerre en Belgique, à Liège. Browning ne conçoit pas comme les autres ingénieurs. Là où ses contemporains adaptent des mécanismes existants, lui repart systématiquement de zéro et invente une solution nouvelle pour chaque problème. Au moment où l'appel d'offres de l'armée est lancé, Browning a déjà mis au point plusieurs modèles de pistolets sous la marque Colt. Ces armes utilisent un système de recul court du canon. Au moment du tir, le canon recule avec la culasse, puis se déverrouille et s'arrête, tandis que la culasse continue son mouvement pour éjecter la douille. Le système fonctionne, mais il présente une faiblesse que Browning a identifiée depuis longtemps. Le canon est relié à la carcasse par 2 biellettes, une à l'arrière, une à l'avant, et se déplace parallèlement sans basculement. Ce mécanisme est fiable, mais il est complexe et sensible aux salissures. Browning décide de repartir d'une page blanche. Son nouveau système, conçu spécifiquement pour le concours militaire, est d'une élégance radicale. Le canon n'est plus relié à la carcasse que par une seule biellette positionnée à l'arrière. Au moment du tir, le canon recule avec la culasse. La biellette tire alors vers le bas la partie arrière du canon, qui bascule légèrement et se déverrouille de la culasse. La culasse continue seule son mouvement vers l'arrière, éjecte la douille, revient en avant et récupère le canon. Le mécanisme est plus simple, plus robuste, plus facile à fabriquer et il est plus tolérant à la saleté. C'est cette solution qui deviendra la base du Colt modèle 1911 et qui sera copiée par la quasi-totalité des pistolets semi-automatiques du monde entier pendant les 100 années suivantes. En parallèle, Browning résout un problème fondamental pour une arme militaire, la sécurité. Un pistolet de combat doit être prêt à tirer en une fraction de seconde, mais ne doit jamais partir accidentellement, ni lors d'une chute, ni lors d'une manipulation brusque. Browning conçoit un double système de sécurité. Le premier est une sûreté manuelle à pouce sur le côté gauche de la carcasse que le tireur désactive avant de tirer. Mais le second est une véritable trouvaille, une sûreté de crosse intégrée dans la partie arrière de la poignée. Tant que le pistolet n'est pas correctement saisi dans la main, la partie arrière de la crosse n'est pas enfoncée et la détente est mécaniquement bloquée.
aucun tir n'est possible, même si la sûreté manuelle est désactivée. Seule une prise en main correcte permet de tirer. Cette solution est tellement bien pensée qu'elle est encore copiée aujourd'hui sur des dizaines de modèles différents. Le prototype est achevé aux alentours de 1910. Les essais militaires peuvent commencer et ce qui va suivre restera dans les mémoires comme l'une des démonstrations les plus spectaculaires de l'histoire de l'armement américain. Au printemps 1910, la commission militaire réunit à Springfield, dans le Massachusetts, 2 candidats finalistes. Le pistolet de Browning, produit par Colt, et un concurrent sérieux présenté par la manufacture Savage Arms. Les 2 armes sont soumises à des séries de tirs, et les 2 obtiennent des résultats acceptables. Mais la commission décide d'aller beaucoup plus loin. Elle impose un test d'endurance que personne n'a jamais osé organiser auparavant. 6000 coups tirés consécutivement, avec de courtes pauses pour refroidir le canon. C'est une épreuve que nul pistolet au monde n'a encore traversée. Le modèle de Savage Arms commence à montrer des faiblesses vers la moitié du test. Des incidents d'alimentation, des pannes mécaniques, des ruptures de pièces. L'arme ne tient pas la distance. Le pistolet de Browning, lui, tire ses 6000 cartouches sans un seul incident. À la fin du test, il fonctionne exactement comme au premier coup. Les membres de la commission, selon les témoignages de l'époque, sont stupéfaits. Un officier aurait déclaré que ce n'était plus un essai d'armes, mais une démonstration de sorcellerie. Le 29 mars 1911, le département de la guerre des États-Unis adopte officiellement le pistolet sous la désignation pistolet automatique calibre 45, modèle 1911. Dans la bouche des soldats, il devient immédiatement le Colt 1911, ou simplement le M1911. Le nom de Browning n'apparaît nulle part dans cette désignation officielle, mais chaque pièce de cette arme est le fruit de son génie. La cartouche que Browning a conçue pour ce pistolet mérite qu'on s'y attarde, parce qu'elle est tout autant son œuvre que le mécanisme lui-même. Dès 1904, bien avant que le concours militaire ne soit officiellement lancé, il développe une munition entièrement nouvelle pour répondre aux exigences de l'armée américaine. Cette cartouche reçoit le nom de 45 Auto, en français cartouche automatique de calibre 45. La balle pèse un peu plus de 14 grammes et quitte le canon à une vitesse d'environ 250 mètres par seconde, ce qui est lent pour une munition de pistolet si on la compare aux 9 mm européens. Mais c'est précisément cette lenteur relative qui fait sa force. Une balle lourde et subsonique transmet à la cible une énergie cinétique considérable au moment de l'impact. Elle ne traverse pas, elle arrête. Et c'est exactement ce que l'armée américaine cherchait depuis les jungles des Philippines. La construction de l'arme elle-même est pensée dans le même esprit. Rien n'est laissé au hasard, mais rien n'est inutilement compliqué. La culasse coulisse sur la carcasse avec des jeux soigneusement calculés, suffisamment serrés pour garantir la précision, mais suffisamment larges pour que la saleté et le sable ne bloquent pas le mécanisme. Le ressort récupérateur est logé sous le canon, ce qui abaisse le centre de gravité et réduit le mouvement de recul vers le haut lors du tir. La poignée est inclinée selon un angle que Browning a déterminé de manière empirique, en observant comment des centaines de tireurs saisissent naturellement une arme. Si l'on tend le bras avec le Colt tenu de manière détendue, la ligne de visée s'aligne spontanément avec la ligne de regard, sans effort conscient. Ce détail, qui paraît anodin sur le papier, signifie concrètement que le soldat peut pointer son arme plus vite et plus instinctivement que sur n'importe quel autre pistolet de l'époque. Le chargeur est monorang et contient 7 cartouches, plus une dans la chambre, soit 8 coups au total. Ce nombre peut paraître modeste comparé aux pistolets modernes, mais en 1911, personne ne raisonne encore en termes de capacité de chargeur. Ce qui compte, c'est la fiabilité et la puissance d'arrêt. Et sur ces 2 points, le nouveau Colt n'a pas de rival sérieux. La production commence dans les ateliers de la manufacture Colt, à Hartford, dans l'État du Connecticut. Les premières pièces de série arrivent dans les unités en 1912. L'armée de terre, la marine et les marines, l'infanterie de marine américaine, passent des commandes distinctes. Dès 1914, le M1911 est l'arme de poing réglementaire de tous les officiers et sous-officiers de l'armée américaine. Les soldats qui l'ont entre les mains après des années de revolvers de calibre 38 ont souvent la même réaction.
c'est une autre catégorie d'armes. Le baptême du feu réel n'est pas encore venu, mais la guerre qui va le provoquer est déjà en train d'embraser l'Europe. En août 1914, les armées de l'Empire allemand franchissent la frontière belge et déclenchent ce que personne n'appelle encore la Première Guerre mondiale. Les États-Unis restent à l'écart du conflit pendant près de 3 ans, mais le M1911 commence déjà à voyager vers des fronts et des armées que Browning n'avait pas imaginées. La Russie impériale entre en guerre avec une armée gigantesque, mais des équipements insuffisants. Dès 1915, les pénuries touchent tout. Obus, fusils, mitrailleuses, armes de poing. L'arme réglementaire de l'armée du Tsar est le revolver Nagant modèle 1895, fiable mais lent à recharger et dont les stocks sont très insuffisants face aux besoins colossaux du front. Le ministère de la guerre russe lance des achats massifs à l'étranger. C'est dans cette chaîne d'approvisionnement que le Colt 1911 fait son entrée en Europe de l'Est. La commande ne peut pas être passée directement auprès de la manufacture Colt, dont les capacités de production sont déjà mobilisées par les contrats de l'armée américaine. La Grande-Bretagne, alliée de la Russie, sert d'intermédiaire. Les pistolets sont commandés au nom de la couronne britannique, mais leur destination finale est l'armée russe, ce qui explique pourquoi les exemplaires expédiés vers l'Est portent un marquage anglais. Au total, environ 51 000 Colt 1911 sont livrés à l'Empire russe. C'est un chiffre considérable, supérieur à l'effectif total de certains corps d'armée européens de l'époque. Ces armes sont distribuées prioritairement aux officiers d'infanterie et de cavalerie. Le front de l'Est est très différent du front occidental. Il n'y a pas d'enlisement dans les tranchées au même degré, les armées manœuvrent, la cavalerie joue encore un rôle, les combats rapprochés sont fréquents et violents. Dans ce contexte, le pistolet n'est pas un accessoire de cérémonie pour officiers, c'est une arme de survie au corps à corps. Et le Colt, avec son calibre 45, montre immédiatement ce dont il est capable. Le problème majeur est celui des munitions. La Russie ne produit presque pas de cartouches 45 auto sur son sol. Tout doit être importé d'outre-Atlantique, dans une chaîne logistique fragile et coûteuse. Ce déficit de munitions empêche le Colt de devenir une arme véritablement répandue dans l'armée russe. En 1917, tout bascule. La révolution de février, puis celle d'octobre, précipite la Russie dans la guerre civile. Les 47 000 pistolets américains se retrouvent pris dans la tourmente. Une partie reste entre les mains des officiers de l'armée blanche, une autre est capturée par les unités rouges ou récupérée dans les arsenaux. Les commandants de la toute nouvelle armée rouge s'emparent volontiers des Colts comme prise de guerre ou les reçoivent des dépôts. Le pistolet à marquage étranger devient un attribut familier des commissaires politiques, au même titre que le Mauser allemand. Mais le problème des munitions ne disparaît pas, il s'aggrave. Certains Colts passent des années dans leur étui, presque intact, parce que chaque cartouche est trop précieuse pour être gaspillée. Pendant ce temps, sur le front occidental, les États-Unis sont enfin entrés en guerre. En avril 1917, le Congrès américain vote l'entrée dans le conflit et les premières unités du corps expéditionnaire américain débarquent en France quelques mois plus tard. Ces soldats portent le M1911 à la ceinture et c'est dans les tranchées normandes et champenoises qu'il va connaître son véritable baptême du feu européen. La guerre de position impose ses propres règles. Dans l'étroitesse des boyaux, dans les raids nocturnes sur les tranchées adverses, dans les combats à quelques mètres de distance, le fusil réglementaire est encombrant et inutilisable. Le pistolet devient l'arme décisive. Et là, la différence de calibre entre le 45 américain et le 9 mm des Européens se fait cruellement sentir. Le Luger allemand, le Pistol 8, adopté en 1908, est une arme précise et élégante, mais sa balle de 9 mm ne neutralise pas toujours l'adversaire du premier coup. Les soldats américains, eux, rapportent systématiquement la même chose. Un coup de Colt en combat rapproché met fin au combat immédiatement. Ces témoignages ne sont pas de simples récits de soldats. Ils reflètent une réalité balistique mesurable, confirmée par les rapports médicaux de l'époque sur les effets des différents calibres. C'est dans les tranchées de la Grande Guerre que naît une conviction dans la culture militaire américaine. Une conviction qui va durer plus d'1 siècle et alimenter des débats interminables. Le 9 mm est insuffisant, le 45 est sérieux.
Cette idée va marquer toutes les discussions sur l'armement individuel aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui. Et le M1911 sort de la guerre de 14-18 avec une réputation absolument intacte. Personne ne songe à le remplacer, on cherche seulement à l'améliorer. En 1924, l'armée américaine décide de tirer les leçons de 13 années d'utilisation intensive et introduit une série de modifications dans la production du pistolet. Les changements sont incorporés dans les nouvelles livraisons à partir de janvier 1924 et la désignation officielle M1911A1 est formellement entérinée en mai 1926. Les modifications apportées sont subtiles au regard de l'ensemble de la conception, mais elles changent réellement la prise en main et le comportement de l'arme. La partie inférieure de la crosse est allongée pour offrir un meilleur appui à l'auriculaire. Le chien est raccourci et sa forme modifiée pour éviter qu'il ne morde la main du tireur lors du recul, un défaut que les utilisateurs aux mains larges avaient signalé depuis des années. La sûreté de crosse reçoit une surface d'appui élargie. La détente est réduite en largeur pour convenir à des gabarits de main différents. La hausse est retravaillée. Ces retouches donnent naissance à une version qui va devenir l'arme la plus produite de toute l'histoire du pistolet semi-automatique occidental, et le modèle que le monde entier va copier pendant des décennies. Mais le vrai défi industriel arrive avec la Seconde Guerre mondiale. Le 7 décembre 1941, les avions japonais frappent Pearl Harbor. En quelques heures, les États-Unis se retrouvent en guerre sur 2 océans simultanément. L'industrie américaine bascule en mode de production de guerre à une vitesse que personne n'avait anticipée. Les ateliers de la manufacture Colt à Hartford tournent 24 heures sur 24, mais leurs capacités sont très vite saturées. Le département de la guerre prend alors une décision sans précédent. Accorder des licences de fabrication à plusieurs entreprises civiles n'ayant aucune expérience préalable dans la production d'armes à feu. Les noms de ces nouveaux fabricants disent tout de l'ampleur de l'effort de guerre. Remington Rand, spécialisé dans les machines à écrire et le matériel de bureau, produit à elle seule environ 900 000 pistolets, ce qui en fait le plus grand fabricant du M1911A1 pendant toute la durée du conflit. La manufacture Ithaca, connue pour ses fusils de chasse, se reconvertit entièrement. Union Switch and Signal, qui fabrique habituellement des équipements ferroviaires et des signaux lumineux, sort environ 55 000 pistolets en série. Et la Singer Manufacturing Company, le fabricant de machines à coudre, produit une petite série de 500 exemplaires destinés aux officiers de l'armée de l'air, aujourd'hui devenue l'une des variantes les plus recherchées par les collectionneurs. Au total, entre 1940 et 1945, l'industrie américaine produit environ 1 878 000 exemplaires du M1911A1. C'est l'un des chiffres de production les plus élevés jamais atteints pour un pistolet de combat dans l'histoire militaire occidentale. Sur le théâtre du Pacifique, cette arme rencontre des conditions d'utilisation que Browning lui-même n'avait probablement pas imaginées. Guadalcanal, Tarawa, Iwo Jima, des noms qui résonnent dans toute l'histoire militaire américaine. Les marines et les soldats de l'armée de terre qui combattent sur ces îles affrontent une humidité permanente proche de 100%, de l'eau de mer corrosive, de l'argile rouge collante et du sable volcanique. Dans ces conditions, de nombreuses armes rouillent, s'enrayent ou refusent de fonctionner. Le M1911A1, lui, se révèle étonnamment résistant. Les jeux entre les pièces, que certains critiques avaient présentés comme un défaut de précision, deviennent un avantage décisif en conditions réelles. La saleté et le sable ne coincent pas le mécanisme, là où des armes plus finement ajustées se bloquent. À Guadalcanal en 1942, plusieurs témoignages de marines décrivent des combats nocturnes au corps à corps dans lesquels le pistolet est la seule arme utilisable. La carabine est trop longue dans la végétation dense, la mitraillette trop lourde à manier en terrain accidenté. Le calibre 45 prouve alors une nouvelle fois sa valeur. Dans une embuscade à quelques mètres, une seule balle suffit à neutraliser l'adversaire. Les soldats japonais qui combattent sur ces îles apprennent rapidement à reconnaître la détonation caractéristique du Colt, sourde, puissante, sans le claquement sec du 9 mm européen. Des exemplaires capturés sont récupérés et utilisés par des officiers japonais comme arme personnelle, ce qui constitue un hommage involontaire à la robustesse de la conception. En Afrique du Nord, le pistolet fait face à des contraintes radicalement différentes.
Le sable fin du désert tunisien et libyen s'infiltre dans le moindre interstice de n'importe quelle mécanique. Les températures oscillent entre plus de 50 degrés en plein soleil et près de 0 la nuit. Des variations thermiques qui font se dilater et se contracter les métaux, créant des frictions imprévues dans les mécanismes mal conçus. Les équipages de chars et les conducteurs de véhicules blindés, pour qui le pistolet est l'arme principale dans l'espace confiné d'un blindé, constatent que le M1911A1 fonctionne sans caprice dans ces conditions extrêmes. Le seul reproche qui revient dans les rapports de terrain est toujours le même. 7 cartouches dans le chargeur, c'est peu quand un engagement se déclenche à l'improviste. Les soldats apprennent à porter systématiquement 2 ou 3 chargeurs supplémentaires, une discipline qui compense ce que la conception ne peut pas résoudre. En Europe, le M1911A1 suit l'avance alliée depuis les plages de Normandie jusqu'aux rives de l'Elbe. Les divisions aéroportées américaines, la 82e et la 101e, sautent au-dessus de la Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 avec ce pistolet à la ceinture. Pour les parachutistes qui atterrissent dans le bocage normand, souvent isolés, parfois sans leur équipement lourd, le Colt est fréquemment la première arme qu'ils peuvent utiliser dans l'obscurité et la confusion du terrain. Dans les haies épaisses du bocage, où les combats se déroulent à quelques mètres de distance, la puissance d'arrêt du 45 est à nouveau un avantage décisif sur toute arme de poing adverse. Les officiers de la police militaire américaine, qui assurent la circulation, la sécurité des prisonniers et l'ordre dans les zones arrières, portent également le M1911A1 comme arme réglementaire. Leur expérience du pistolet dans des contextes variés, du contrôle de foule à l'arrestation de déserteurs armés, renforce encore la réputation de fiabilité de cette arme. Aucun autre pistolet allié de la Seconde Guerre mondiale ne cumule autant de contextes d'utilisation différents avec d'aussi bons retours. La guerre se termine en 1945 avec une conclusion que personne ne peut contester. Le M1911A1 a traversé les pires conditions que la guerre industrielle moderne puisse produire. Jungle tropicale, désert, grand froid, bout des champs de bataille européens, sans jamais faillir de manière significative. Le 1 878 000 exemplaires produits pendant le conflit se retrouvent dispersés aux 4 coins du globe. Certains restent dans les arsenaux américains. D'autres sont cédés aux Alliés, vendus sur les marchés civils ou simplement perdus dans les convulsions de l'après-guerre. Mais chacun d'entre eux porte la même signature invisible, celle d'un homme qui avait tout prévu, sauf l'ampleur de ce que son pistolet allait traverser. La guerre de Corée éclate en juin 1950, et les soldats américains qui traversent le Pacifique pour la 3e fois en une génération emportent avec eux le même pistolet qu'à Guadalcanal et en Normandie. Le théâtre coréen impose des conditions d'utilisation radicalement différentes de tout ce que le M1911A1 a connu jusqu'alors. Les hivers de la péninsule coréenne sont d'une violence extrême. Les températures descendent régulièrement à moins 30 degrés dans le nord du pays, notamment lors de la bataille du réservoir de Chosin en novembre et décembre 1950, où les marines américains se retrouvent encerclés par des forces chinoises dans un froid glacial. Dans ces conditions, les lubrifiants standards se transforment en une pâte épaisse qui paralyse les mécanismes les plus délicats. Les soldats américains découvrent alors une propriété du Colt que personne n'avait anticipée. Ces jeux mécaniques généreux lui permettent de fonctionner avec une quantité minimale de lubrifiant, voire sans lubrifiant du tout pendant de courtes périodes. Là où d'autres armes refusent de tirer dans le grand froid, le M1911 continue de fonctionner. Les vétérans de Corée rapportent systématiquement la même observation dans leurs témoignages. À moins 30 degrés, ce pistolet était la seule arme de poing sur laquelle on pouvait compter. Cette réputation de fiabilité par grand froid s'ajoute à celle déjà acquise dans les jungles et les déserts et transforme le M1911A1 en quelque chose qui dépasse le simple statut d'arme réglementaire. Il devient une référence absolue, l'étalon à l'aune duquel tous les autres pistolets sont jugés dans l'armée américaine. Le conflit vietnamien, qui mobilise progressivement les forces américaines à partir du début des années 1960, confronte à nouveau le Colt à des conditions de jungle. Les conseillers militaires américains déployés auprès des forces sud-vietnamiennes, puis les unités régulières qui arrivent en nombre à partir de 1965, portent le M1911A1 comme arme de poing réglementaire.
Dans les embuscades sur les sentiers étroits de la jungle, dans les opérations de nuit, dans les villages où la menace peut surgir de n'importe quelle direction à une distance de quelques mètres, la puissance d'arrêt du 45 reste sans équivalent parmi les pistolets en service. Les unités des forces spéciales américaines, les bérets verts, officiellement désignés comme les forces spéciales de l'armée de terre, accordent une confiance particulière à cette arme. Pour ces soldats qui opèrent souvent en petits groupes isolés, loin de tout appui logistique immédiat, la fiabilité absolue d'un pistolet n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. Mais c'est précisément pendant la guerre du Vietnam que les premières voix sérieuses commencent à s'élever en faveur d'un changement. La pression vient de deux directions simultanées. D'un côté, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, pousse depuis des années vers une standardisation des munitions entre les armées alliées. Le 9 mm Luger s'est imposé comme la cartouche de pistolet commune de l'Alliance, et les États-Unis restent les seuls à utiliser le 45. Cette situation crée des problèmes logistiques concrets lors des opérations conjointes. Les Alliés ne peuvent pas fournir de munitions aux soldats américains, et les Américains ne peuvent pas utiliser les stocks de leurs partenaires. D'un autre côté, une nouvelle génération d'officiers et d'analystes militaires commence à remettre en question le dogme du 45, arguant que les progrès dans la conception des munitions de 9 mm ont comblé une grande partie de l'écart en matière de puissance d'arrêt. Le débat s'étire sur près de 2 décennies et finit par donner naissance à un appel d'offres officiel au début des années 1980. L'armée américaine cherche un nouveau pistolet réglementaire, et le concours qui s'ouvre alors devient rapidement l'un des épisodes les plus controversés de l'histoire de l'armement américain. Les candidats sont nombreux et viennent du monde entier. La manufacture suisse Sig Sauer présente le P226. L'allemand Heckler & Koch soumet plusieurs modèles. L'autrichien Glock, alors encore inconnu du grand public, entre en lice. Et l'italien Beretta propose le modèle 92F, un pistolet à double action, chargeur double rang de 15 cartouches, chambre en 9 mm, nettement plus léger et plus moderne dans sa conception que le vénérable Colt. Le processus de sélection s'étale sur plusieurs années et donne lieu à des controverses à répétition. Une partie des officiers supérieurs de l'armée sabote ouvertement le concours, considérant que l'abandon du 45 constitue une trahison des traditions combattantes américaines. Au Congrès, plusieurs sénateurs exigent une révision des conditions du concours, certains allant jusqu'à accuser le département de la Défense de favoriser un fabricant étranger au détriment de l'industrie nationale. La manufacture Colt elle-même participe au concours avec un modèle amélioré du M1911A1, mais ne parvient pas à convaincre les évaluateurs que l'ancienne conception peut rivaliser avec les pistolets modernes à grande capacité. En janvier 1985, la décision tombe. Le Beretta 92F est sélectionné et adopté sous la désignation M9. Après 74 ans de service ininterrompu, le Colt 1911 est officiellement retiré de la production pour les besoins de l'armée américaine. Pour beaucoup de militaires, c'est une décision incompréhensible, presque une insulte à l'histoire, et les faits leur donnent rapidement des arguments. En septembre 1987, un premier incident grave survient. La culasse d'un pistolet Beretta se fracture en plein tir lors d'un exercice de la marine américaine, projetant des éclats de métal sur le tireur. En janvier et février 1988, 2 incidents identiques se produisent sur des modèles militaires M9, blessant 2 autres militaires de la marine. Une enquête approfondie révèle que la cause principale est l'utilisation de munitions dont la pression dépassait largement les normes de l'OTAN, et non un défaut de fabrication de la culasse elle-même. Beretta engage des poursuites judiciaires contre le gouvernement américain pour diffamation et obtient gain de cause. Mais le mal est fait, la réputation du nouveau pistolet est entachée dès ses premières années de service et les sceptiques qui n'avaient jamais accepté le remplacement du Colt se trouvent confortés dans leur position. Lors de l'opération Tempête du désert en 1991, une scène se répète sur tous les fronts. Les soldats américains sont officiellement équipés du Beretta M9, mais les photographies et les reportages de terrain montrent régulièrement l'inconfondable silhouette ondulaire du M1911A1 dans les mains de combattants en opération.
De nombreuses unités des forces spéciales ont tout simplement refusé de remettre leur Colt aux armureries lors du changement de dotation. Les commandants ferment les yeux. Personne ne veut imposer à un soldat de remplacer une arme en laquelle il a une confiance absolue par une autre qu'il ne connaît pas à la veille d'un engagement. Le corps des Marines américains, de son côté, conserve officiellement le M1911A1 en dotation dans certaines de ses unités pendant plusieurs années encore après que l'armée de terre a basculé sur le Beretta. Le commandement des opérations spéciales américains, connu sous le nom de SCOCOM en anglais, va encore plus loin. Au début des années 1990, il commande officiellement une version modernisée du M1911A1, intégrant un certain nombre d'améliorations demandées par ces unités. Sûreté ambidextre, organes de pointage améliorés, poignées retravaillées pour s'adapter à des équipements tactiques modernes. Ce que cette décision révèle, c'est quelque chose que les ingénieurs savent depuis longtemps. La conception originale de Browning est tellement bien pensée à la base qu'elle accepte sans difficulté toutes les modifications qu'on veut lui apporter, sans perdre ses qualités fondamentales. C'est la marque des grandes conceptions. Elles restent elles-mêmes, quelles que soient les évolutions qu'on leur impose. Au tournant des années 2000, le M1911 connaît un phénomène que peu d'armes militaires ont vécu dans leur histoire. Il devient simultanément une icône patrimoniale et un objet de désir actif pour une nouvelle génération de fabricants et d'utilisateurs. Alors que l'armée de terre américaine a officiellement tourné la page, des dizaines de manufactures privées aux États-Unis et dans le monde entier se lancent dans la production de leur propre version de la conception de Browning. Springfield Armory, Kimber, Wilson Combat, Leber Custom, Dan Wesson, Nighthawk Custom, chaque grand nom de l'armurerie américaine considère comme une obligation de proposer sa propre interprétation de cette arme. Certains misent sur la précision chirurgicale avec des canons allongés et des hausses réglables pour la compétition de tir sportif. D'autres développent des versions tactiques équipées de rails pour lampes et désignateurs laser. D'autres encore produisent des variantes compactes destinées au port discret. La conception de base absorbe toutes ces évolutions sans perdre son identité, ce qui est en soi une démonstration de la solidité du travail original. La géographie des fabricants s'étend bien au-delà des frontières américaines. Au Brésil, la manufacture Taurus produit ses propres versions sous licence. En Turquie, des manufactures comme Sarsılmaz intègrent la conception dans leur gamme militaire et civile. Au Pakistan, des ateliers d'État fabriquent des copies destinées aux forces armées locales. Les Philippines, ce même archipel dont les jungles avaient un siècle plus tôt rendu nécessaire la création de cette arme, produisent elles aussi leur propre version pour leur armée nationale, notamment par la manufacture Armscor. Il n'existe probablement aucun autre pistolet dans l'histoire dont la conception ait été reproduite par autant de fabricants sur autant de continents différents sans aucune modification fondamentale du mécanisme original. Sur le plan opérationnel américain, le retour du calibre 45 dans les unités d'élite se précise au fil des années 2000. Les forces spéciales de la marine américaine adoptent des versions hautement personnalisées du M1911, construites sur mesure par des armuriers spécialisés, avec des finitions et des ajustements que la production de série ne peut pas atteindre. Ces pistolets sont traités comme des outils de précision individuelle, chaque arme est réglée pour la main et le style de tir de son utilisateur. Le principe est aux antipodes de la logique industrielle de la Seconde Guerre mondiale. Mais il illustre quelque chose d'essentiel. La conception de Browning est suffisamment universelle pour être à la fois produite à près de 2 millions d'exemplaires interchangeables en temps de guerre et transformée en outil de précision artisanale en temps de paix. En 2017, l'armée américaine change à nouveau de pistolet réglementaire. Le Sig Sauer P320, adopté sous la désignation M17, remplace le Beretta M9 après 32 ans de service, répétant exactement le scénario de 1985, mais avec un pistolet suisse cette fois. Le 9 mm reste la cartouche standard. Le M1911, lui, n'est toujours pas concerné par ces changements. Il n'a pas attendu les décisions des états-majors pour continuer à exister sur le terrain. Car en juillet 2012, il s'est passé quelque chose que même les plus ardents défenseurs du Colt n'auraient pas osé prédire au moment où la Beretta avait été adoptée.
Le corps des Marines des États-Unis signe un contrat de 22 500 000 $ avec la manufacture Colt pour la livraison de 4 000 pistolets initialement et jusqu'à 12 000 au total sous la désignation M45A1, le pistolet de combat en zone urbaine ou en anglais Close Quarters Battle Pistol. Cette nouvelle version conserve intégralement le mécanisme de Browning et le calibre 45 auto, tout en intégrant un double ressort récupérateur, un rail Picatinny sous le canon pour fixer lampe et désignateur, une sûreté ambidextre et des organes de visée nocturne au tritium. 101 ans après la première adoption officielle, le pistolet revient dans les rangs, non pas comme pièce de musée ou symbole honorifique, mais comme arme de combat en dotation dans des unités d'élite actives, les unités de reconnaissance et les forces spéciales du corps des Marines. Aucun autre pistolet dans l'histoire militaire occidentale ne peut se prévaloir d'un tel retour. Les unités concernées utilisent le M45A1 pendant plusieurs années en conditions opérationnelles réelles, notamment dans le cadre des engagements liés à la guerre contre le terrorisme. En 2016, le commandement des Marines annonce que les unités des forces spéciales marines remplaceront progressivement le M45A1 par le Glock 19 pour des raisons essentiellement logistiques, et non en raison de défaillance de l'arme. Cette décision, prise depuis le sommet de la hiérarchie, ne signifie pas la fin du Colt dans les rangs américains. Des unités de reconnaissance et des détachements spécialisés continuent à porter le M45A1 bien au-delà de cette date et le pistolet reste inscrit sur les listes d'équipements autorisés pour plusieurs catégories de personnel. Le dernier épisode documenté, qui résume le mieux ce que représente cette arme, remonte à une compétition de tir militaire internationale organisée entre plusieurs nations alliées en 2012. Un tireur du corps des Marines américains se présente avec un M1911A1 de fabrication 1943, sorti des lignes de production de la Seconde Guerre mondiale, entretenu mais non modifié dans sa mécanique, et termine dans les premiers rangs de l'épreuve de tir au pistolet. Face à lui se trouvaient des concurrents équipés de pistolets conçus dans les années 2000, avec des matériaux composites, des détentes à réglage fin et des organes de visée modernes. Le pistolet de 69 ans avait fait jeu égal avec eux. Ce n'est pas un argument contre le progrès, c'est la démonstration que certaines conceptions atteignent un équilibre si parfait qu'elles résistent au temps sans effort apparent. John Moses Browning est mort le 26 novembre 1926 à Liège, dans les ateliers de la Fabrique nationale, terrassé par une crise cardiaque alors qu'il travaillait à son établi sur ce qui allait devenir le pistolet Browning grande puissance. Son fils Val était à ses côtés, il avait 71 ans. Son pistolet venait de fêter 15 ans de service dans l'armée américaine, et il en avait encore près d'un siècle devant lui. Aucun concepteur d'armes dans toute l'histoire n'a laissé derrière lui quelque chose qui ait duré aussi longtemps, fonctionné dans autant de conditions différentes et convaincu autant de générations de soldats sur tous les continents. Ce n'est pas une légende construite par le marketing ou la nostalgie, c'est simplement ce que les faits racontent après plus d'un siècle d'utilisation réelle. Vous venez d'écouter l'histoire complète du Colt 1911 sur l'Arsenal de l'Histoire. Si cette vidéo vous a tenu en haleine, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et dites-nous en commentaire quelle arme vous voulez entendre raconter la prochaine fois.